Tu connais déjà l'effet cumulé des intérêts composés, des petites actions au quotidien, des petits montants qui sur le court terme ne vont pas changer ta vie financière, mais sur le long terme tu vas avoir vraiment des résultats exponentiels de sorte à avoir un gros capital en bourse. Et ce que tu ignores peut-être, c'est que cet intérêt composé, cet effet cumulé fonctionne aussi dans l'autre sens, avec des petites actions que peut-être tu mets en place aujourd'hui qui en fait sur le long terme te coûteront énormément d'argent. Ce qu'on va voir directement dans cette vidéo, c'est 7 pièges un petit peu sur le côté des intérêts composés, mais dans l'autre sens. Donc des pièges concrètement à éviter. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérémy. Aujourd'hui, j'aide les salariés indépendants à investir directement en bourse depuis la Suisse avec un process qui prend moins d'1 heure par mois. Et sur cette chaîne YouTube, tu peux retrouver plein de contenus à 360 sur les finances en Suisse, sur la partie impôts, budget, des analyses d'actions, des analyses d'ETF, la partie troisième pilier, bancaire, assurance. Donc je te laisse directement checker un petit peu la chaîne YouTube et nous rejoindre si c'est un sujet qui est pertinent pour toi. Donc le premier piège qui concerne un petit peu ces effets cumulés mais dans l'autre sens, ça va être le fait d'augmenter un petit peu son style de vie. Ici, je t'ai mis un graphique qui est alors relativement généraliste, hein. Donc ici, si je te prends une échelle du temps, sur la partie là, on va avoir 18-20 ans, donc à un moment où on commence un petit peu sa carrière, donc on entame un petit peu sa vie professionnelle. Et ici, on aura du coup 60, 65 ans et plus, peu importe. Sur l'échelle du coup verticale, c'est la notion de patrimoine que tu vas engendrer. Et l'objectif, enfin le piège un petit peu d'augmenter son style de vie, parce qu'on entend souvent parler de l'inflation d'un produit, d'un service qui en 2020 coûtait un certain prix, puis en 2026 un autre prix, eh bien ça c'est très factuel. On comprend ce qu'est l'inflation économique, mais ce qu'on ne comprend pas parfois, c'est l'inflation du style de vie. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un delta entre du coup nos revenus qu'on va générer et le style de vie qu'on va avoir. La voiture qu'on va conduire, l'appartement dans lequel on va vivre, la maison, les vacances, un petit peu le style de vacances qu'on va s'offrir, même le quotidien un petit peu qu'on va avoir. Et tu verras, je te mettrai un petit peu dans les pièges suivants, un petit peu une méthode concrète que tu peux utiliser pour éviter de devoir te serrer la ceinture, de devoir regarder le moindre franc qui sort de ta poche, parce que l'objectif c'est évidemment de vivre aussi aujourd'hui, d'être serein aussi aujourd'hui et de penser à l'avenir, d'avoir un petit peu cet équilibre. Et je te donnerai vraiment dans les suivants une méthode qu'on utilise concrètement. Mais le but ici c'est vraiment de créer un delta et d'être conscient en fait que si tu augmentes ton revenu dû à un diplôme supplémentaire, une augmentation de salaire, tu ouvres une entreprise, peu importe, et que tu augmentes en parallèle ton style de vie en prenant un meilleur leasing, un plus grand appartement, etc., en fait, tu vas jamais créer un écart, donc un delta. Un delta, c'est vraiment un écart entre deux métriques. Donc là, en l'occurrence, tes revenus, ton style de vie. Tu vas jamais créer un écart entre ce que tu gardes et ce que tu gagnes, ce qui n'est pas la même chose. Ce que tu gagnes, ça va vraiment être ton revenu, et ce que tu gardes, ça va être du coup tes revenus, moins un petit peu les charges que tu vas avoir au quotidien, impôts, assurance, etc., et ton style de vie. Et l'objectif, c'est de créer le plus d'écart possible entre ces deux métriques, de sorte à avoir le plus d'argent finalement à allouer aux investissements, pour que d'une fois que tes investissements aient un certain capital, tu puisses te passer finalement de ton revenu de l'activité. Quand on parle un petit peu de finances personnelles, on va avoir le revenu de l'activité, là où tu dois échanger ton temps, ton énergie pour obtenir un revenu, donc très simplement le salariat, l'entrepreneuriat, peu importe, et tu vas avoir le revenu du patrimoine, le revenu un petit peu du capital, où là finalement c'est ton argent qui travaille à te générer de l'argent. Donc typiquement, si je prends un exemple, ça peut être en bourse avec les dividendes ou les plus-values. Si je te prends l'immobilier, ça va être les loyers locatifs. Enfin, c'est ton argent qui va te générer de l'argent. Et le but, c'est de créer vraiment un écart entre ce que tu gagnes dans ton revenu de l'activité pour pouvoir allouer le plus d'argent possible dans ton revenu de capital, de sorte à ce qu'un jour, tu puisses te passer finalement de ce revenu de l'activité, que tu n'aies plus besoin finalement d'échanger ton temps et ton énergie pour générer un petit peu de l'argent. Et le premier piège, c'est de ne pas être déjà conscient de ce delta, un petit peu de cet écart entre ton style de vie et ton revenu, et de ne pas le mesurer avec le taux d'épargne. Piège numéro 2, c'est laisser les frais bancaires et autres s'accumuler. Tu verras que ça va rejoindre aussi un petit peu le piège numéro 3. On va passer dessus rapidement, mais c'est vraiment traquer ses dépenses à la semaine. Donc là, ça peut même être, je vais mettre directement le piège numéro 3, c'est accumuler un petit peu des abonnements, dépenses inutiles qui correspondent aussi à ces frais bancaires. Souvent, si on est sur des banques traditionnelles, on va avoir 100, 200 francs de frais par année, ce qui, si on a plusieurs comptes, déjà peut représenter un certain montant. Et encore plus si au quotidien, on a un petit peu des abonnements ou dépenses inutiles, Netflix, Spotify, Disney+, ou bien on va 3 fois au cinéma ou 4 fois par semaine au restaurant, ce genre de choses. Ça peut être des abonnements, dépenses qu'on peut limiter en fait tout simplement. Une des choses, alors déjà pour les parties frais bancaires, ce que je t'invite à faire, c'est de t'intéresser sur les banques en ligne. Donc tu vas avoir
plusieurs en Suisse, hein, tu as You, Neon, Zach, tu peux avoir Revolut qui est aussi très intéressant. Ici, je t'ai juste mis un petit attention, hein. Moi, je te recommande pas d'utiliser ces banques en ligne pour investir. Tu vas avoir des frais qui sont un petit peu plus importants sur la partie du spread, ce qu'on appelle la différence entre le prix d'achat, prix de vente. Sur certaines néobanques en ligne suisses, tu vas avoir un impôt supplémentaire que tu n'aurais pas en passant par d'autres courtiers. Si c'est un sujet pertinent, j'en ai déjà traité dans une vidéo, hein. Je t'invite à checker un petit peu sur la chaîne YouTube. Tu as vraiment le détail un petit peu pourquoi. Mais aujourd'hui, les banques en ligne, à mon avis, c'est uniquement pour la partie épargne, pour optimiser un petit peu ses frais. Et pour la partie de traquer ses dépenses, sur la partie abonnement et dépenses, ce que je t'invite à faire, c'est de faire juste un process toutes les semaines. Aujourd'hui, et ça peut être des fois contraignant, et j'entends que c'est très énergivore de devoir suivre un petit peu ses dépenses, et je suis le premier à ne détester faire ça, de juste traquer toutes ses dépenses, ça fait pas sens. Mais ce que j'ai mis en place, c'est un process 5 minutes par semaine, et c'est juste, je regarde mes dépenses, combien j'ai dépensé pour cinéma, restaurant, peut-être shopping, peu importe, je mets dans des catégories, et en fait à la fin du mois, j'ai juste une vision globale de où est parti mon argent, ce qui me permet d'être juste conscient de pouvoir créer un petit peu ce delta. Et tu vois, ici ce que je voulais te mettre, c'est aussi une astuce par rapport un petit peu à ce côté traquer ses dépenses, c'est qu'aujourd'hui dans les abonnements, dépenses, je t'inviterai à mettre deux catégories, celles qui sont obligatoires, donc c'est vraiment les abonnements obligatoires. Alors abonnement obligatoire, tu n'en as peut-être pas forcément, mais les dépenses obligatoires, ça peut être impôts, assurance, loyer, les courses, ce genre de choses, et dans le facultatif, typiquement Netflix, Spotify, ce genre de choses, juste d'avoir une vision sur qu'est-ce que tu dois au moins payer et qu'est-ce que c'est plus un petit peu du loisir, du luxe. L'objectif, c'est pas de tout couper, mais c'est d'être conscient si tu veux justement créer un petit peu ce delta, avoir un meilleur taux d'épargne, allouer plus d'argent aux investissements, très simplement aller voir sur la partie facultative et te poser la question de est-ce que j'ai réellement besoin de cet abonnement, de cette dépense. Et ensuite, quand tu fais justement ton process une fois par semaine pour pouvoir noter toutes les dépenses, tu vas mettre un principe de scorage. C'est aujourd'hui un système qu'on utilise. Alors, tu peux utiliser un système qui t'est propre, hein. Aujourd'hui, nous, on met des notes de 1 à 5 étoiles en fonction de est-ce que la dépense que je viens de faire m'a apporté beaucoup de bonheur ou pas. C'est vraiment après, c'est propre à chaque personne, mais dans le sens, tu fais une dépense par exemple au cinéma, c'est du 5 sur 5 parce que c'était un super film, tu as passé un excellent moment entre amis, c'est génial. Par contre, tu as commandé 3 fois au McDo, c'était 1 étoile sur 5 parce que c'était pas ouf, c'était plus de la flemme ou de la paresse. Eh bien, en fait, simplement le fait d'avoir un système de scorage, ça te permet d'éviter d'avoir ce côté où tu vas te serrer la ceinture, épargner le moindre franc sans pouvoir profiter aujourd'hui. Donc juste tu mets de la conscience sur ok, quelles sont les dépenses que je fais en termes d'abonnement, en termes de dépenses, et surtout quel est le niveau de bonheur que moi ça m'apporte. Alors après ce scorage au niveau de bonheur, de joie, etc., ça c'est propre à chaque personne, mais ça te permet juste d'avoir de la conscience là-dessus et de pouvoir au fur et à mesure en fait créer justement ce delta, cet écart entre ce que tu gardes et ce que tu vas gagner. Le piège numéro 4, je descends un peu plus bas, c'est de laisser trop d'argent sur un compte épargne. J'en ai traité dans une vidéo que tu peux retrouver directement sur la chaîne, pourquoi c'est important d'investir en fait le surplus de cash. Aujourd'hui, et une métrique qui est vraiment importante à avoir en tête avant de commencer à investir, c'est d'avoir ton fonds d'urgence directement en place. C'est-à-dire que si tu as un imprévu, tu as 3, 6 mois, un petit peu l'équivalent de ton salaire ou ton minimum vital de côté. Je t'inviterai à checker la vidéo que j'avais faite justement à ce sujet pour avoir vraiment le montant précis que tu dois avoir sur ton fonds d'urgence. Et du moment que tu as ton fonds d'urgence, en fait, tout ce qui dépasse, tu dois l'investir. Pourquoi ? Parce que c'est de l'argent qui va rester sur un compte bancaire et je t'apprends rien aujourd'hui, l'inflation ronge ton épargne, donc tu dois créer ce qu'on appelle un fonds d'opportunité ou ce surplus. Imaginons que tu aies 15 000 francs de fonds, par exemple de fonds d'urgence, et bien par exemple les 2, 3, 5 000 francs supplémentaires, ça va être un fonds d'opportunité et ce montant-là tu dois l'investir parce que si tu le laisses sur un compte bancaire, tu vas perdre de l'argent. Le piège numéro 5, c'est le côté de manquer de régularité dans son DCA. Donc le DCA, c'est le dollar cost average, c'est le fait d'investir tous les mois à intervalles réguliers. Pour rappel, aujourd'hui, on n'est pas des traders, on ne va pas faire de l'achat-revente, on ne fait pas de market timing, on ne va pas se mettre de notifications sur le téléphone. On fait quelque chose d'extrêmement simple, de presque ennuyeux. Le 25, le 30 du mois, quand tu reçois ton salaire, tu investis et c'est tout. Pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années, c'est le seul job que tu as à faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle investir en DCA, donc en dollar cost average. Et simplement, parfois, et j'entends souvent des investisseurs me dire ça, ouais, mais ce mois-ci, le marché est trop cher. Donc, sous-entendu, puisqu'il est trop cher, je ne vais pas investir ce mois-ci, je vais investir le mois suivant. Et ce que je voulais te montrer, c'est la différence entre le LSI et le DCA. Le LSI, qu'est-ce que c'est ? C'est le lump sum investing, c'est le fait d'investir en une seule fois. Et le DCA, c'est le fait d'investir en plusieurs fois, donc en
en 6 mensualités, 12 mensualités, peu importe. Et aujourd'hui, avec cette réflexion de se dire que je vais manquer en fait un mois de DCA, eh bien simplement tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre de la rentabilité sur tes investissements à long terme. Pourquoi? Ici je t'ai mis une étude, donc on a le S&P 500 sur la barre un petit peu violette, rouge foncé, je sais pas trop quoi. Donc la barre rouge foncé c'est le LSI, donc le fait d'investir en une seule fois sur les 500 plus grosses entreprises américaines, et la barre un petit peu en rouge ou violet clair, c'est le DCA, donc le fait d'investir sur les 500 plus grosses entreprises américaines, mais de manière régulière. Et on a le même principe en bleu, mais cette fois avec un portefeuille qui est à 60% en actions et à 40% en obligations. Donc nouveau en bleu foncé, c'est le fait d'investir en une seule fois. On voit qu'il est un petit peu plus haut que du coup la bande en bleu clair, où c'est le fait d'investir en DCA. Et la raison est toute simple, pourquoi le LSI, donc le fait d'investir en une seule fois, est plus rentable que le fait d'investir à intervalles réguliers sur le long terme. Eh bien parce que ton argent travaille d'un coup. Même si, et on le voit vraiment avec cette étude qui nous montre depuis je pense 2008, là j'ai pas juste la date, 2008 jusqu'à en tout cas 2019, donc novembre 2019, eh bien le fait d'investir en une seule fois, tout ton argent travaille, même si c'est au point le plus haut, et bien en fait juste puisque tout ton argent travaille d'un coup, et bien ça va être beaucoup plus rentable sur le long terme. Donc le fait aujourd'hui de manquer juste un DCA, et c'est aujourd'hui pas possible d'investir en une seule fois quand tu épargnes un petit peu longtemps de ton salaire. Ce que je voulais te montrer là, c'est juste si tu dis ok j'épargne 100, 200, 300 francs avec mon salaire et que je n'investis pas ce mois-ci parce que justement c'est trop haut, et bien en fait tu vas ne pas faire travailler ton argent un mois et sur le long terme ça va ça va te péjorer au niveau des rendements. Donc aujourd'hui, c'est plus rentable d'investir vraiment tous les mois et de respecter vraiment son DCA. Le piège numéro 6, c'est de croire que les petits montants ne comptent pas. Et ça rejoint un petit peu des fois les investisseurs qui peuvent investir 100, 200 francs par mois. Aujourd'hui, tu peux littéralement sur les marchés commencer à investir des 10 francs par mois. Alors ça ne va pas être la priorité si aujourd'hui tu n'as que 10 francs par mois à investir. D'abord se concentrer sur le budget, puisque tu as un petit peu finance personnelle, histoire de se dégager 100, 200, peut-être 300 francs par mois à commencer à investir. Mais aujourd'hui, des fois, une croyance que j'entends parfois en échangeant avec des investisseurs, c'est de me dire que j'ai que des petits montants, ça ne vaut pas la peine. Ici, ce que je t'ai fait, c'est juste pour te représenter visuellement en fait un investissement de zéro. Donc littéralement tu pars de zéro jusqu'à 1 million de patrimoine avec 1000 francs par mois. Alors j'ai pris un exemple sur 1000 francs, mais ça peut être un investissement sur 100 francs, 200 francs par mois, ce sera juste des dates qui seront différentes. Mais ce que je voulais te montrer, ce qui est vraiment pertinent, c'est que tu vois en fait le premier palier des 100 000 francs que tu auras en capital qui vont être travaillés en bourse, ça va te prendre 6 ans et 5 mois. Et je t'ai mis le détail ici en dessous, je t'inviterai à mettre pause et puis à voir. Et ensuite, le second palier, donc des 100 000 francs à 200 000 francs, ça va te prendre plus que 4 ans et 3 mois. Puis ensuite, tu vois que chaque palier de 100 000 francs va avoir une durée qui va être rétrécie. Pourquoi? C'est tout simplement parce que cet argent-là, en fait, va commencer à travailler pour te générer de l'argent. Donc ça va plus dépendre uniquement de ce que toi, tu épargnes à la fin du mois. Ce qui fait que ici, tes 200 000 francs-là vont travailler pour te générer les futurs, le prochain palier, puis le prochain palier, de sorte à ce que chaque palier, finalement, se prenne moins de temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le dernier palier, les 900 000 francs à 1 million, ne prend plus que 1 an et 2 mois. Et en fait, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le premier palier, le premier challenge, puisque c'est nous qui allons alimenter vraiment ces 0 à 100 000 francs, eh bien simplement c'est celui qui va prendre le plus de temps et c'est littéralement, si tu regardes sur la totalité de durée que ça prend de passer de 0 à 1 million, eh bien un quart du temps c'est juste le premier palier de 0 à 100 000 francs. Donc 25% du temps que ça va te prendre, c'est uniquement ce premier palier. Donc c'est vraiment un piège de croire que les petits montants ne comptent pas. Pourquoi? Parce que évidemment ce premier palier va être le plus challengeant, le plus difficile en termes de discipline, parce qu'on ne voit pas forcément ses efforts. Par contre, quand on a passé justement les paliers suivants, eh bien on voit concrètement son argent qui travaille. On a moins besoin, alors on ne va pas diminuer le montant qu'on investit, mais on a moins besoin de mettre des montants tous les mois pour avoir du rendement et des résultats derrière. Et ça qui peut être aussi encourageant un petit peu par la suite. Donc c'est vraiment un piège de croire que finalement ça ne vaut pas la peine de commencer parce que c'est que des petits montants, parce que c'est vraiment que ce premier palier qui va être le plus challengeant, qui va prendre le plus de temps quand on regarde tout ce parcours. Et le piège numéro 7, c'est de vendre ses investissements. Ça, c'est vraiment un piège qui va te coûter très cher sur le long terme. Quand tu regardes justement ces intérêts composés, ça va vraiment venir casser un petit peu cette courbe, un petit peu d'intérêts composés. Et ici, je t'ai mis à intention, à même titre que le fonds d'urgence, tu dois avoir, ton argent doit avoir un rôle à respecter. C'est-à-dire que ton fonds d'urgence, son rôle, c'est d'être uniquement là pour les imprévus. Et tes investissements, son rôle, c'est uniquement de planifier finalement ton futur. Et tu ne dois pas vendre tes investissements pour partir en vacances, pour changer de voiture ou pour faire je ne sais quoi. C'est vraiment avoir un rôle précis qui va être attribué à tes investissements pour
ta retraite, baisser un taux de travail, pouvoir acheter un appartement. Si je te l'ai mis un petit peu, c'est ok si tu vas avoir différents scénarios. Donc si c'est pour atteindre un objectif que tu t'es fixé, typiquement j'ai beaucoup d'élèves que j'accompagne où c'est pour voilà, d'ici quelques années, 5, 8, 10, 15 ans, pouvoir devenir propriétaire, ils vont investir un petit peu en bourse avec une stratégie qui va être des fois axée que action, des fois un petit peu moins, avec ça dépend aussi la niveau de risque, la volatilité, mais ça peut être ok de retirer du coup cet argent pour pouvoir concrétiser l'objectif du coup initial pour lequel on investissait. Ça peut être aussi des études pour des enfants, ce genre de choses. Là c'est complètement ok si c'est pour justement atteindre cet objectif parce qu'on a respecté le rôle qu'on avait attribué à nos investissements. C'est aussi ok s'il y a une allocation d'actifs qui va changer. Ici je t'ai mis à l'année -5 de la retraite, je te prends un scénario assez simple. Si tu as un jeune qui a 20, 30 ans devant lui à investir, il va peut-être avoir une stratégie qui sera très agressive, donc 100% d'action. Par contre, à partir du moment où cette personne arrive à -5 ans avant la retraite ou -3 ans, peu importe, eh bien réallouer un petit peu cette partie, justement cette pondération finalement dans le risque. On ne va pas conserver un portefeuille qui sera 100% en action, on va peut-être commencer à implémenter des obligations, peut-être de l'or, peut-être aussi de l'immobilier, ce genre de choses. Donc si c'est pour une réallocation d'actifs, c'est complètement ok. Alors, ce que j'aime pas faire, c'est vendre ces actions. Ce qui serait plus intéressant dans cette partie-là, à 5 ans avant la retraite, 8 ans, 3 ans avant la retraite, en fonction des profils, c'est de commencer à réallouer l'investissement mensuel qu'on fait dans une autre classe d'actifs. Je m'explique. De sorte où si tu investissais 500 francs par mois par exemple en actions et que tu souhaites réallouer pour avoir une partie obligation, une partie or, eh bien c'est 500 francs mensuels. Tu vas dans un premier temps mettre 400 francs par mois dans l'obligation puis 100 francs par mois dans les actions pour que sur 6 mois, une année, en fait tu as un rebalancement de tes actifs. De sorte à ce que tu n'as pas besoin de vendre tes actions pour pouvoir directement les réallouer en obligations puis avoir un 50-50 entre actions et obligations. C'est un petit peu ce que j'aime faire, mais c'est complètement ok aussi de vendre une partie de ses investissements pour une réallocation d'actifs. Et c'est aussi ok si c'est pour vendre, si tu avais pris une mauvaise décision au départ, tu avais acheté le mauvais ETF qui n'est pas dans le bon domicile de fonds, donc il y a une double imposition depuis la Suisse, tu n'as pas couvert en fait ton risque de change par rapport à l'euro, au dollar, ce qui fait que tu peux avoir une perte aussi sur la monnaie, ce qui est vraiment important depuis la Suisse, qui est une spécificité. Tu as acheté une mauvaise action au départ parce qu'un collègue, un ami t'en a parlé, puis tu te rends compte en allant voir le compte de résultat, le bilan comptable, c'était pas forcément une excellente entreprise. Là, c'est complètement ok de vendre cette action. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter en fait de laisser courir des pertes où on sait que voilà, factuellement il faudrait vendre cette entreprise parce que c'est pas forcément ou vendre cet ETF parce qu'il n'est pas optimisé. Là c'est ok de le vendre et de réallouer du coup cet argent à un autre investissement. Donc voilà pour les 7 pièges qui vont à même titre que les intérêts composés du coup te contrebalancer tout ça et te freiner un petit peu dans ta progression, dans ta croissance. Si aujourd'hui c'est quelque chose qui est pertinent pour toi, qu'on t'accompagne, qu'on voit déjà si on peut t'accompagner ou pas sur ce côté de mise en place du portefeuille d'ETF, du portefeuille d'actions vraiment de qualité, d'éviter tous ces pièges depuis la Suisse sur le côté de la fiscalité, comment on déclare correctement, d'éviter un petit peu cette double imposition, de se protéger par rapport à ce risque de change. Je te mets en description directement un lien où tu as un appel de candidature pour rejoindre le programme. On va vraiment s'intéresser à ta situation. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce qu'on peut ou non t'aider? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait concrètement travailler ensemble? Si tu as des questions aussi, je te laisse mettre directement dans l'espace commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Je te remercie d'avance pour ton temps et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.